L'Algérie, on la lit toujours avec les mêmes lunettes usées du gaz, du pétrole. Une station service géopolitique au bord de la Méditerranée dont la valeur se résumerait à des barils de mètres cubes de gazoduc expédiés vers l'Europe. Pendant des décennies que comme qu'on a regardé que pace. Et cette lecture n'est pas simplement réductrice, elle est restée une erreur d'analyse fondamentale. Parce que sous le désert dans les centrales des montagnes kabyles dans les profondeurs des eaux sahariennes dans le cerveau d'une jeunesse algérienne connectée et déterminée, il y a quelque chose que la majorité des analyses internationales n'ont pas encore pleinement mesuré. Pas des promesses, pas des discours politiques calibrés pour faire rêver une population avant les prochaines élections. Une forteresse économique, silencieuse, méthodique, financée, en cours d'exécution. C'est qu'on va analyser aujourd'hui ce sont 10 piliers stratégiques documentés des chantiers actifs des investissements. L'Algérie, on la lit toujours avec les mêmes lunettes usées du gaz, du pétrole. Une station service géopolitique au bord de la Méditerranée dont la valeur se résumerait à des barils de mètres cubes de gazoduc expédiés vers l'Europe. Pendant des décennies que comme qu'on a regardé que pace. Et cette lecture n'est pas simplement réductrice, elle est restée une erreur d'analyse fondamentale. Parce que sous le désert dans les centrales des montagnes kabyles dans les profondeurs des eaux sahariennes dans le cerveau d'une jeunesse algérienne connectée et déterminée, il y a quelque chose que la majorité des analyses internationales n'ont pas encore pleinement mesuré. Pas des promesses, pas des discours politiques calibrés pour faire rêver une population avant les prochaines élections. Une forteresse économique, silencieuse, méthodique, financée, en cours d'exécution. C'est qu'on va analyser aujourd'hui ce sont 10 piliers stratégiques documentés des chantiers actifs des investissements, engagés des partenariats cines qui dessinent ensemble l'architecture d'une puissance régionale qui se construit sous nos yeux. Et cette construction a un horizon précis. Un nom 2030. Restez avec moi jusqu'au 10e pilier. Parce que le dernier qu'est-ce que lui qui conditionne la réussite de tous les autres, c'est qui peut être le plus sous-estimé de tous. Pilier 1 Leo. La bataille silencieuse que l'Algérie est en train de remporter. Voilà une vérité que pour nous dire franchement sans tout le reste n'est que devant. Pas d'agriculture, pas d'industrie, pas de croissance, pas de cohésion sociale. Les économistes du développement le savent depuis des décennies, mais les grands médias géopolitiques font semblant de l'ignorer. Alors posons les bases, les fer, les phosphates et les hydrocarbures. Tout caca ne vaut absolument rien dans un pays à soif. L'eau n'est pas le premier pilier parce qu'il brille le plus. Il est premier parce qu'il conditionne l'existence de tous les autres. Et l'Algérie l'a compris. Vraiment compris. Et elle agit avec une ampleur et une urgence que la majorité des analystes extérieurs n'ont pas encore saisi. Chiffres concrets maintenant. Le programme national de dessalement représente un investissement total estimé à 4 milliards de dollars. La première tranche, 4 milliards est abattu à la mise en service de 5 megastations en 2024. Résultat, la capacité nationale passe de 2 à 37 millions de mètres cubes d'eau dessalée par jour. Prenez le temps d'absorber 37 millions de mètres cubes chaque jour, produit à partir de l'eau de mer. Dans un pays que le changement climatique frappe avec une brutalité que les modèles des années 1990 n'avaient clairement pas anticipé, et ce n'est que la phase 1. Pour 2030, une deuxième phase de 3 milliards de dollars prévoit 6 usines supplémentaires. L'objectif final 5, 8 millions de mètres cubes quotidiens, soit 60% des besoins en eau potable de toute la population algérienne uniquement depuis la mer. La technologie, l'osmose inverse. Les mêleurs procèdent disponibles et séjour pour le dessalement industriel. L'opérateur, l'Algerian Energy Company, et l'État subventionne massivement pour maintenir le prix entre 52 et 100 dinars le mètre cube pour le consommateur bien en dessous du coût réel de production. Ce n'est pas de la générosité. C'est un calcul froid et précis le prix de la paix sociale. Le prix de l'indépendance face aux alliés du ciel. Le prix d'une stabilité sans laquelle aucun projet industriel sérieux ne peut se construire. Et l'horizon 2030 avec 25 usines réparties sur le littoral méditerranéen, l'Algérie aura érigé ce qu'on peut appeler un bouclier bleu, une architecture de souveraineté hydrique qui rend le pays structurellement affranchi des caprices de la pluviométrie pour son eau potable urbaine. C'est la fondation. C'est la base de tout le reste. Pilier numéro 2, l'agriculture saharienne comme l'Algérie retourne le désert contre lui-même. Bon. Une fois que vous avez sécurisé une question s'impose d'elle-même et elle est brutalement ce qu'on nourrit. 45 millions de personnes sont être en permanence à la merci de cargos étrangers qui débarquent chaque année avec des milliards de dollars de céréales importées parce que la dépendance alimentaire. C'est une vulnérabilité stratégique majeure qui peut against pour vraiment. Et la réponse algérienne à cette question, elle est franchement vertigineuse. Cultiver le Sahara. Voilà le pari.
Pendant des décennies, le sud algérien n'est rien d'autre qu'une étendue jugée inutile hostile bonne tout au plus à extraire du pétrole. Une immense site vide controversé par qu'on exploité. Mais aujourd'hui, cette logique est en train d'être complètement renversée. Les wilayas d'Adrar de Timimundelo ont commencé à les entendre dans des cercles d'analystes qui parlent clairement de nouveau grenier de l'Afrique du Nord. C'est du sérieux. Comme en Grèce, une convergence de deux ressources que l'Algérie possède en quantités extravagantes. D'un côté, les nappes phréatiques albiennes et niocomiennes des réservoirs souterrains d'une ampleur colossale qui dorment sous le désert depuis des millions d'années. De l'autre, le soleil. Un soleil saharien quasi illimité qui permet de pomper et de distribuer cette eau à des coûts énergétiques en chute libre. L'État est distribué des centaines de milliards d'hectares à des investisseurs publics privés peu importe prêts à relever le défi. Et ce qui sort de terre la bassesse impressionnant. Des fermes géantes mécanisées de systèmes d'irrigation à pivot qui tournent sur des superficies spectaculaires. Vous du ciel sont des cercles verts qui tranchent de façon saisissante avec l'ocre du désert. Une image qui résume à elle seule toute la stratégie. L'objectif affiché c'est l'autosuffisance en blé dur en origine mais, et les résultats commencent à être concrets. En 2024, le facteur algérien d'importation de céréales a significativement reculé grâce à ces rendements sahariens qui montent en puissance. Ce n'est pas un slogan politique, c'est dans les chiffres. Et il y a l'oued qui mérite vraiment qu'on s'y arrête. Cette région qu'on associe aux données, c'est aux palmiers produit désormais des quantités massives de pommes de terre et d'autres légumes qui inondent les marchés nationaux et commencent à s'exporter vers les marchés régionaux. L'oued est devenu en quelques années une casse incontournable dans la géographie agricole algérienne. Mais voilà que qu'on comprend qu'on on regarde tout qu'avec un pays de hauteur. Cette stratégie, elle dépasse largement la simple sécurité alimentaire. Cultiver le désert, c'est aussi occuper le territoire. C'est créer une présence économique et une présence humaine dans des zones frontalières qui la vides deviennent des espaces de vulnérabilité face à l'instabilité chronique du Sahel voisin. C'est transformer la vie géographique en richesse productive, une réponse économique à un défi sécuritaire. Et qu'à peu de gouvernements au monde ont la vision ou le courage de le formuler aussi clairement. Pilier, 3 gara jebile le géant de fer qui va rougir. Voilà le projet. Celui que les analystes miniers et sidérurgiques du monde entier surveillent avec une attention particulière et croyez-moi, ils ont leurs raisons. Dans la wilaya de Tindouf en sous de sabas du Sahara algérien se trouve l'un des gisements de minerais de fer les plus considérables jamais recensés sur cette planète gara jebile. 3,5 milliards de tonnes de réserves estimées. Arrêtez-vous une seconde sur ce chiffre. Parce qu'il ne se comprend pas à la première lecture. 3,5 milliards de tonnes de quoi alimentaire, une sidérurgie nationale de premier rang pendant plusieurs siècles tout en exportant massivement vers le reste du monde. On parle d'une ressource dont l'ampleur dépasse littéralement l'entendement immédiat. Et pourtant, c'est là où que devient un fascinant ségisme est reste pratiquement inexploité pendant des décennies entières. Pourquoi deux obstacles structurels précis identifiables? Le premier, la géographie. Gara Jebile est situé dans l'une des zones les plus isolées, les plus difficiles d'accès de toute l'Afrique du Nord. Aucune infrastructure de transport capable de prendre en charge des volumes industriels de minerais. Le désert comme verrou naturel. Le deuxième, la chimie. La teneur élevée en phosphore de ces minerais le rendait qui sont incompatibles avec les processus sidérurgiques conventionnels qui exigent une certaine qualité structurelle. Deux obstacles. Et ils viennent d'être levés simultanément. Sur le plan technologique, d'abord, les processus modernes de déphosphoration permettent désormais de traiter efficacement les minerais à forte teneur en phosphore. Des consortiums spécialisés dans cette technologie ont conclu des partenariats avec les opérateurs algériens. L'obstacle chimique est résolu. Sur le plan logistique, ensuite, une ligne ferroviaire de près de 1000 km est en cours de construction, reliant Tindouf avec Bécherpuis au réseau ferroviaire national. Un chantier titanesque dans l'environnement le plus hostile du monde. Mais les équipes sont sur le terrain. Les travaux sont lancés. L'objectif d'ici 2026 que les premiers convois de minerais commencent à traverser le désert vers le nord. Et l'objectif à moyen terme que l'Algérie devienne non seulement autosuffisante en assurer pour sa demande d'intérieur construction, infrastructures industrie, automobile, mais qu'elle s'impose également comme un exportateur significatif de minerais de fer et de produits sidérurgiques sur les marchés africains et méditerranéens. L'acier, c'est ce qui construit les nations modernes. Edgar Jebile, c'est la fondation de la puissance industrielle algérienne. Pilier pour le projet phosphate intègre la diplomatie par les engrais si l'acier construit les villes, le phosphate lui nourrit les populations.
Et dans le contexte géopolitique actuel marqué par les disruptions violentes de la guerre en Ukraine, sur les marchés mondiaux des engrais, celui qui contrôle les exportations de phosphates transformés, disposer d'un levier diplomatique et économique d'une puissance considérable. L'Algérie possède des réserves significatives de phosphate dans les régions de Tébessa et de Souk, à Haras à l'est du pays. Mais pendant des décennies, elles se transforment dans une aberration économique et classique exporter de la roche phosphate brute, la forme la moins valorisée de cette ressource et importer en retour des engrais, transformes et des prix significativement plus élevés. Vendre la matière première au prix le plus bas, racheter les produits finis au prix le plus fort. Une forme de dépendance industrielle qui a coûté des milliards à l'économie nationale. Les projets phosphate intégrés c'est la réponse directe à cette aberration. 7 milliards de dollars d'investissement total, une chaîne de valeur complète intégrée sur le territoire algérien, l'extraction du minerai à baisser la transformation chimique et sucraras la production d'engrais phosphates et d'ammoniac à skic et d'anaba et l'exportation par les infrastructures portuaires de la côte est. L'ambition est d'expliciter ser l'Algérie dans le top 3 mondial des exportateurs d'engrais. Une ambition qui quelques années avant la guerre en Ukraine aurait pu paraître excessive. Dans le contexte actuel où les prix des engrais ont atteint des niveaux historiques et où de nombreux pays africains et asiatiques cherchent désespérément à diversifier leurs sources d'approvisionnement, cette ambition est parfaitement calibrée. Mais comprenez bien la dimension stratégique de ce projet parce qu'elle va bien au-delà de la simple rentabilité commerciale. Quand vous fournissez un pays les engrais qui permettent de faire pousser les cultures qui nourrissent sa population, vous ne construisez pas simplement une relation commerciale. Vous créez une ligne de dépendance mutuelle bénéfique et qu'on pourrait appeler de la soft power par la sécurité alimentaire. Un levier diplomatique qui porte bien plus long et bien plus long terme qu'un discours à l'ONU. Pilier 5. Où est à mesure les lignes stratégiques de la Kabylie qui dans le désert? Qui dans les grandes plaines de l'Est? Dirigeons-nous vers les montagnes kabyles vers la wilaya de Béjaïa. Dans les entrailles de cette région se trouve un gisement qui à long terme fait l'objet de débats, de controverses et de blocages. Mais dont le potentiel est maintenant en passe d'être enfin concrétise le gisement de zinc et de plomb de Tala Hamza à Oued Missour. 34 millions de tonnes de réserves exploitables estimées. Ce qui est l'un des plus importants gisements non exploités de méthode basse de toute la Méditerranée. Ce projet est de retard pendant de nombreuses années, notamment en raison de préoccupations environnementales légitimes dans une région de montagne à la végétation dense et à la biodiversité significative. Maintenant parlons de ce qui est probablement le maillon le plus sous-estimé de toute cette architecture industrielle. Les habitants de la région et les associations écolos avaient des inquiétudes légitimes et franchement on les comprend. Une main à ciel ouvert dans ce type d'environnement, c'est une conversation difficile. Mais voilà ce qui est intéressant, la solution retenue, une exploitation souterraine réduit massivement l'impact visuel et écologique en surface. Résultat, le projet se débloque tout en répondant sérieusement aux préoccupations environnementales. Une usine de traitement directement sur site produira des concentres de haute qualité. Efficace. Maintenant, la vraie question pourquoi est-ce que ce projet est stratégiquement critique dans l'architecture économique algérienne et là on revient à quelque chose de sentir la cohérence de l'écosystème industriel. Le zinc c'est le métal de la galvanisation de l'acier. Sans zinc, l'acier produit à partir du fer de garagibile ne peut tout simplement pas être traité pour résister à la corrosion. Et sans que vous oubliez les applications industrielles et constructives et haute valeur ajoutée. C'est aussi simple que ça. Avec ou aide à mesure pleinement opérationnelle la chaîne de valeur sidérurgique, algérienne devient véritablement intégrée du minerai brut extrait dans le Grand Ouest jusqu'aux produits finis galvanisés sans aucune dépendance externe sur un mélange critique. Pour Béjaïa, en plus, on parle d'un impact logistique majeur sur le port de la ville et d'une vraie dynamisation économique et des zones rurales de la wilaya. Les 6 siècles à ses propres matières premières stratégiques, c'est elles ne ressemblant en rien au pétrole du siècle passé. On parle de lithium, de cobalt, de terres rares. Des métaux discrets presque invisibles dans notre quotidien, mais sans lesquels aucune voiture électrique ne roule, aucune éolienne ne tourne, aucun missile ne se guide, aucun smartphone ne s'allume. Le monde bascule vers l'électrification. À une vitesse que peut avant anticiper et ces ressources sont en train de devenir l'enjeu géopolitique central des décennies à venir. Exactement comme le pétrole l'était au ce siècle. Exactement comme le pétrole. Maintenant, posons la question qui fâche qui les contrôle aujourd'hui. La réponse est simple, presque brutale à la Chine. Pékin domine la production, la transformation, la chaîne d'approvisionnement mondiale des territoires. L'Europe le sait, l'Europe en souffre et l'Europe cherche désespérément une alternative crédible depuis des années. Et là, on arrive au cœur du sujet. L'Algérie a lancé un programme d'inventaire minier d'une ampleur inédite imagerie.
satellitaire, avancée prospection, aéroportée cartographie, complète du sous-sol du Hogar jusqu'aux confins du Grand Sud. Les premiers résultats prometteurs. Des indices de lithium dans des sommets et des formations rocheuses. Des terres rares détectées dans certaines zones sel. Les mêmes qui sont indispensables aux aimants permanents des turbines, éoliennes aux systèmes de guidage militaire aux composants électroniques grand public. Est-ce que quan est au stade de l'exploitation industrielle non? Pas encore, contrairement au phare ou au phosphate, on est encore en phase de caractérisation. Mais la dynamique est là. Et si les explorations approfondies confirment les estimations, l'Algérie ne frappe plus à la porte du club des grandes puissances minières et pousse le bâton, géographiquement à quelques centaines de kilomètres des côtes européennes. Politiquement dans une posture de rééquilibrage, stratégique vis-à-vis de ses partenaires historiques. Économiquement potentiellement assis sur les matériaux qui feront ou déferont la souveraineté technologique des nations dans les 30 prochaines années. C'est ici que se joue peut-être la carte la plus décisive de toutes. Pas dans l'immédiat mais pour 2035, pour 2040, pour le siècle entier. Et ceux qui l'auront compris tout auront une longueur d'avance sur tout le monde. Pilier 7, le soleil et l'hydrogène vers vendre du soleil au prix du gaz soyons clair dès le départ quand je parlais du potentiel solaire algérien, je ne suis pas en train de faire de la poésie. C'est du concret, c'est du mesurable, c'est de la physique et de la géographie pures. Le Sahara algérien recueille une densité de radiation solaire qui figure parmi les plus élevées de la planète et que c'est un fait brut pas une métaphore. Alors posons la question qui dérange pendant des décennies quelle ressource, gratuité, inépuisable, disponible 365 jours par an, on ne l'est pas exploité industriellement. Un analyste énergétique algérien a même utilisé l'expression de crime économique et franchement difficile de lui donner tort. Maintenant les choses bougent. Le programme solaire national monté en puissance avec ses tranches de 21 MW puis 2000 MW déployés dans les hauts plateaux et dans le sud. Mais attention, ce n'est que le début. L'objectif stratégique final est monumental faire de l'Algérie la batterie de l'Europe. Un fournisseur d'énergie propre à grande échelle pour un continent qui s'engage dans une décarbonation profonde dont les besoins en énergie importée ne vont faire qu'exploser dans les prochaines décennies. Sauf qu'il y a un problème et c'est là que ça devient vraiment intéressant. L'électricité qui ne se stocke pas facilement, quand ne se transporte pas sur des milliers de kilomètres sans pertes énormes. Alors, comment on fait, c'est la qu'entre en scène l'hydrogène vert. Le principe est élégant, on prend l'électricité produite par les centrales solaires en électrolyse de l'eau, notamment l'eau de Saladon, on parle dans le premier pilier et on obtient de l'hydrogène vert. Un carburant propre dans la combustion est produit que de la vapeur d'eau et qui sur le gâteau est transportable et stockable dans les infrastructures gazières déjà existantes. Et c'est là que réside le génie stratégique de ce plan. Parce que l'Algérie n'a pas besoin de construire des pipelines from scratch, elle laisse déjà le Medgaz vers l'Espagne, le Transmed vers l'Italie, des corridors gaziers qui relient le pays à ces marchés naturels européens et qui peuvent être adaptés techniquement pour transporter de l'hydrogène. Le projet South H2 Corridor qui vise et acheminer de l'hydrogène vert algérien vers l'Allemagne. L'Allemagne, l'Autriche et l'Italie est déjà sur la table des négociations. Des protocoles d'accord ont été signés avec des acteurs énergétiques majeurs. La machine est en marche. Et l'équation économique, elle est d'une logique implacable. Au lieu de brûler ses réserves de gaz naturel pour produire de l'électricité domestique, une destruction pure et simple de ressources fossiles exportables, l'Algérie utilise son soleil pour sa consommation interne. Elle libère ainsi son gaz pour l'exporter à haute valeur ajoutée. Et en plus, elle vend de l'hydrogène vert à une Europe prête à payer le prix fort. La formule, je vous la donne, vendre du soleil au prix du gaz et garder le gaz pour la pétrochimie à haute valeur. C'est ce qu'est la stratégie. Pilier numéro, l'industrie mécanique et automobile. Et là, on va parler de quelque chose d'important, la fin définitive de la mentalité d'importateur. Pendant des décennies, l'Algérie a été un client. Un client énorme qui envoyait des milliards de dollars à l'étranger pour acheter des véhicules neufs d'occasion peu importés alimentant les usines européennes et asiatiques américaines. Et pendant ce temps, un déficit commercial abyssal, une dépendance économique et structurelle à zéro valeur créée sur le territoire national. Soyons honnêtes sur ce qui s'est passé avant. Les tentatives de développer une industrie automobile nationale se foutent un désastre coûteux. Des halls de montage, SKD, CKD ou un visite de pièces importées, aucune intégration locale sérieuse, aucun transfert de technologie, aucune compétence construite dans la durée. Des hangars, pas des usines. Des illusions industrielles, pas de l'industrie.
Mais aujourd'hui, la logique a changé. Et c'est là que devient intéressant. La nouvelle stratégie, c'est l'intégration locale, progressive et croissante. On ne parle plus d'assembler des kits imports. On parle de construire un écosystème des PME algériennes qui fabriquent les sièges, les vitrages, les faisceaux de câbles, les composants mécaniques. Une industrie qui monte en compétence progressivement mais relevante. L'exemple emblématique de cette transformation, l'usine Fiat d'Oran. Ce n'est pas un hangar de boulonnage. C'est un noyau industriel autour duquel des fournisseurs locaux se développent lentement avec des défis immenses mais dans la bonne direction. Et pourquoi c'est stratégiquement crucial vous demandez-vous parce que créer un tissu de PME qui développe des compétences transférables, parce que ouvre des débouches réels pour la jeunesse algérienne ingénieurs, techniciens, opérateurs qualifiés. Et parce que l'Algérie a des atouts sérieux pour devenir une plateforme d'exportation industrielle en énergie encore relativement accessible en main-d'œuvre, en montée en compétence c'est une position géographique idéale à la fois proche des marchés africains en pleine croissance et des marchés européens. Les made in Algérie mécanique n'est pas encore une réalité consolidée, mais les fondations, elles sont en cours de pose. Pilier 9, le tourisme saharien comme soft power vendre l'Algérie par la beauté brute. Sortons un instant de la logique des mines et du pétrole. Parce qu'il y a une richesse dont personne ne parle à ces existe celle-là. Le Sahara algérien, le Tassili Niger, ses canyons, ses dunes, ses pintures rupestres vieilles de millénaires c'est un des déserts les plus spectaculaires et les mieux préservés de la planète. Un consensus croissant parmi les voyageurs et les experts du tourisme et d'aventure le confirme. Et pendant des décennies joyeuses reste fermé des contraintes sécuritaires réelles une politique de visa ultra restrictive et le résultat, zéro visiteur étranger. Ce qui a changé. Le visa à l'arrivée pour certaines zones du Sud, signal stratégique fort, et les effets sont déjà là concrets visibles. Les vols Paris-Marseille jamais complets. Les voyageurs qui cherchent l'authenticité et le silence, une expérience de nature préservée loin du tourisme, de masse ils viennent. Et ils repartent éblouis. Et là quelque chose de puissant se passe chaque touriste qui rentre, chez lui devient un ambassadeur involontaire de l'Algérie. Par son témoignage personnel au contredit des décennies de représentation, négative des clichés sécuritaires qui ne correspondent, plus à la réalité vécue. Si c'est du soft power pour gratuit et auto-entretenu. Et contrairement au pétrole, cette richesse-là ne s'épuise pas. Développer le tourisme saharien c'est aussi créer une économie dans des zones reculées qui n'ont quasiment aucune débouche économique et diversifie valoriser l'artisanat local fixer les populations, dans des régions dont l'éloignement des centres crée des fragilités structurelles. L'Algérie n'a pas besoin de bétonner ses côtes comme une destination de masse. Elle peut et doit développer un tourisme d'élite authentique préserve. Une offre haut de gamme qui valorise l'exceptionnel plutôt que de le banaliser. Pilier 10, le capital humain et l'écosystème startup, la richesse qui pilote toutes les autres. On arrive au 10e pilier. Et permettez-moi d'être direct avec vous contrairement à ce que vous pourriez attendre d'une conclusion. Ce n'est pas le plus symbolique, c'est peut-être le plus décisif de toute l'analyse. Parce que voilà la vérité que les chiffres seuls ne vous diront jamais le béton, l'acier, les minéraux, le soleil saharien qui ne vaut absolument rien si derrière il n'y a pas l'intelligence humaine pour orchestrer, optimiser, innover et transformer tout qui en valeur ajoutée réelle et durable. Et là où les analyses économiques internationales font une erreur régulière qu'elles sous-estiment profondément ce que l'Algérie possède comme ressources humaines. Première réalité, une jeunesse démographiquement massive. Dans un monde qui vieillit, l'Algérie est un pays jeune. Ce n'est pas une anecdote que c'est un avantage structurel. Deuxième réalité, cette jeunesse est éduquée. Des dizaines de milliers d'ingénieurs de médecine, d'informaticiens, d'économistes sortent chaque année du système universitaire algérien. Troisième réalité, qu'est-ce qu'elle qui change? Toute cette jeunesse est connectée hypernumérique anglophone dans sa frange la plus dynamique branchée en permanence sur les tendances technologiques et entrepreneuriales mondiales. Face à cette énergie, le gouvernement a construit un cadre institutionnel, un ministère dédié aux startups, un fonds d'investissement national, un cadre juridique qui sur certains aspects figure parmi les plus favorables à l'entrepreneuriat de tout le continent africain. Et les résultats, ils se deviennent visibles. Des succès comme y a sur la super application algérienne qui a déjà conquis plusieurs marchés africains et arabes ne sont que la partie émergée d'un iceberg entrepreneurial en pleine formation. Dans les incubateurs d'Alger durant de Constantine dans les campus et les espaces de coworking qui prolifèrent dans les grandes villes, une nouvelle génération travaille sur la fintech, l'agritech, l'intelligence artificielle, la logistique, l'éducation en ligne. Ce sont eux qui vont optimiser les systèmes d'irrigation sahariens par des algorithmes d'apprentissage automatique. Ce sont eux qui vont guérir les réseaux électriques intelligents intégrant le solaire et l'hydrogène.
Ce sont eux qui vont connecter l'artisanat saharien aux marchés mondiaux via des plateformes numériques. Ce sont eux enfin qui vont attirer les investissements étrangers en traduisant le potentiel algérien dans le langage que comprend la communauté internationale d'investissement. Alors, le véritable saut quantique pour l'Algérie est la que je veux que vous reteniez quelque chose qui n'est pas le passage du pétrole au fourni du gaz à l'hydrogène. C'est la transformation de sa démographie en dividende économique. Faire de sa jeunesse nombreuse et d'éduquer le moteur d'une croissance qui ne dépend plus des cours des matières premières. Si l'Algérie réussit à retenir ses talents, si elle crée un environnement assez attractif pour que ses ingénieurs formés ici choisissent de construire leur avenir, ici plutôt qu'à Paris, Montréal ou Dubaï, et si elle parvient à faire revenir une partie de sa diaspora qualifiée, alors elle disposera d'un carburant de croissance dont les réserves sont contrairement au pétrole véritablement inépuisables. 10 piliers, 10 chantiers, 10 pays engagés en même temps. On vient de les traverser ensemble et franchement prenez un moment pour réaliser l'ampleur de ce que représente. L'eau dessalée qui libère enfin les barrages pour l'agriculture. Le Sahara si désert que tout le monde est toujours regardé comme un obstacle qui se transforme en grenier. Le fer de garage belé qui rougit dans des trains qui traversent le désert. Le phosphate algérien transformé qui va nourrir les cultures africaines et méditerranéennes. Le zinc habile qui galvanise l'acier local. Les terres rares qui propulsent l'Algérie sur l'échiquier technologique mondial. Le soleil saharien converti en hydrogène qui voyage vers l'Europe via les gazoducs existants. Des usines automobiles qui font naître tout un tissu de pymes industrielles. Le tassili qui éblouit les voyageurs du monde entier. Et les startups d'Alger et d'Oran qui optimisent et innovent tout le reste. C'est que l'Algérie de 2025, une ambition industrielle d'une cohérence et d'une envergure qu'on n'avait pas vu avec cette clarté depuis l'indépendance. Maintenant, soyons lucides parce que je vais pas vous faire la coupe du discours euphorique sans vous parler des défis que seraient vous manquer de respect. La bureaucratie elle reste une contre l'exécution rapide. La gestion de chantiers aussi complexes dans des environnements aussi hostiles.